Ça y est, Donald Trump a entamé un deuxième mandat marqué par des menaces de droits de douane, des annonces impérialistes, la volonté d'annexer le Groenland et le Canada, et une proximité avec les ultra-riches patrons de la tech. Alors, comment comprendre la politique de Trump? Quelles seront ses conséquences pour l'ordre mondial et pour l'Europe? Et comment réagir face à ces bouleversements? Réponse claire et efficace avec des cartes, des chiffres et des essais de spécialistes. Bienvenue sur Archipel. Alors, tentons d'abord de caractériser la politique étrangère de Donald Trump. Premièrement, Trump méprise le droit international et lui préfère la loi du plus fort. Par exemple, en voulant annexer le Canada, le Groenland et le canal de Panama, il montre qu'il ne respecte ni les alliances institutionnelles, puisqu'il s'en prend au Canada et au Danemark qui sont ses alliés au sein de l'OTAN, ni les frontières officielles, comme Poutine ou Xi Jinping qui veulent annexer l'Ukraine et Taïwan et dont il légitime ici le discours impérialiste. Et en plus, il ignore le principe de souveraineté des peuples car ni les Canadiens ni les Groenlandais ne veulent massivement passer sous contrôle américain. Deuxièmement, la politique de Trump, elle est transactionnelle. Il cherche à faire des deals à la mode mafieuse grâce au chantage et à la menace de droits de douane ou d'annexion. Ça a d'ailleurs marché avec la Colombie qui a accepté d'accueillir des immigrés expulsés par les États-Unis quand Trump a menacé d'augmenter les droits de douane de 25% sur les produits colombiens importés aux États-Unis. Troisièmement, Trump sert uniquement ses propres intérêts. Avec lui, les États-Unis ne sont plus les gendarmes du monde et ne veulent plus exercer de responsabilité morale. Au contraire, ils se posent en victime de l'Europe qui leur achète trop peu de produits, des membres de l'OTAN qui profitent de l'aide américaine, etc. Nicole Nesotto parle de révisionnisme global. Trump remet en cause l'ordre mondial, donc le droit, les alliances et les institutions internationales, et il surpasse par là la Russie ou la Chine qui, elles, contestent seulement l'ordre européen ou l'ordre asiatique. Et enfin, Trump mène une politique protectionniste. Il taxe les importations, refuse les interventions militaires extérieures, très impopulaires chez les Américains, et il souhaite relocaliser certaines productions aux États-Unis, même si on a vu sous Biden que c'était souvent coûteux et compliqué. Et puis, attention aussi aux limites de cette politique protectionniste. Parce que même si les droits de douane élevés peuvent aboutir à des concessions de certains pays, ils seraient à long terme défavorables aux États-Unis. Pourquoi? Ils augmenteront l'inflation et le prix des produits importés, achetés surtout par les plus modestes. Ils obligeront les entreprises américaines à payer plus cher les pièces détachées ou les matières premières importées de l'étranger, comme l'acier ou les pièces d'avion ou de voiture. Et en plus, les États-Unis peuvent difficilement se passer de certaines importations, comme le bois canadien. D'autant que les tarifs douaniers, ils peuvent être contournés quand les pays installent leurs entreprises à l'étranger pour pouvoir importer sans taxes supplémentaires vers les États-Unis. C'est ce qu'a fait par exemple la Chine en déplaçant ses entreprises au Mexique. Alors, avant de voir comment le monde et l'Europe pourraient réagir, tentons de comprendre la politique intérieure de Trump. Elle se caractérise par plusieurs ingrédients. Déjà, un nationalisme identitaire qui repose sur le rejet de l'immigration et la défense de valeurs conservatrices. Ensuite, une forme d'autoritarisme, car Trump affaiblit les contre-pouvoirs en nommant des juges conservateurs à la Cour suprême et des membres de sa famille dans l'administration, qu'il a d'ailleurs purgé. Il a aussi contourné la justice en graciant 1500 personnes condamnées pour avoir participé aux émeutes du Capitole. Ensuite, on citera aussi une proximité avec les patrons de la tech, notamment Elon Musk, qui, comme lui, veut abolir les réglementations qui entravent son pouvoir. Sauf que ces gens, ils veulent introduire au sein du gouvernement des idées et des pratiques antidémocratiques. Ils veulent réduire les impôts et les aides de l'État et utilisent leurs réseaux sociaux pour manipuler l'opinion. Par exemple, sur Twitter, qu'il a racheté et renommé X, Elon Musk met en avant des contenus anti-woke et pro-Trump. Alors, certains comparent les patrons de la tech aux industriels qui détenaient la majorité des richesses lors du Gilded Age, à la fin du XXe siècle. Sauf que cette période, caractérisée par l'inexistence des impôts et des réglementations pour les entreprises, elle était marquée par la corruption et les inégalités. Et qu'en plus, à l'époque, les oligarques étaient des industriels qui ne cherchaient pas à influencer la politique. Bref, c'est pas pour rien que Biden a dénoncé dans son discours d'adieu une oligarchie faite d'extrême richesse, de pouvoir et d'influence, menaçant la démocratie, les droits élémentaires et les libertés. Alors après, attention quand même à nuancer un petit peu le pouvoir de ces patrons de la tech. Déjà, la commission que dirige Elon Musk n'est qu'un organe consultatif. Ensuite, les intérêts d'Elon Musk s'opposent parfois à ceux du gouvernement,
puisqu'il possède par exemple des usines Tesla en Chine, désignées ennemi public numéro 1 par le gouvernement américain, et ensuite parce que les patrons de la tech se sont aussi ralliés à Trump par opportunisme économique, car le Covid et les réglementations de Biden avaient ralenti leur activité au moment même où ils bossaient sur le coûteux projet de l'IA générative, et parce qu'ils ne veulent pas subir de représailles de Trump. Enfin, les géants de la tech, ils ne vont pas forcément s'entendre avec l'aile nationale conservatrice du gouvernement Trump, qui, contrairement à eux, veulent taxer les riches dans un but populiste et rejettent l'immigration, dont sont issus beaucoup d'ingénieurs de la Silicon Valley. Finalement, pour Pierre-Yves Hénin, Trump adopte un modèle national-capitalisme autoritaire, qui pourrait légitimer les actes de dirigeants comme le Hongrois Viktor Orban, qui nomme ses fidèles à la tête de la justice et des médias. Macron craignait même que les dirigeants proches de l'idéologie de Trump ne forment une internationale réactionnaire. Alors, avant d'arriver sur les solutions possibles face à Trump, voyons pourquoi l'UE est particulièrement vulnérable face au retour de Trump. Au niveau militaire déjà, les Européens achètent encore 2/3 de leur matériel aux États-Unis. Ils auront du mal à consacrer 5% de leur PIB à la défense, comme le souhaite Trump. Pour ça, ils devraient dépenser 544 milliards d'euros de plus par an, ce qui est assez compliqué vu le contexte social, l'opinion publique plutôt pacifiste et le fait que peu de pays européens consacrent aujourd'hui plus de 2% de leur PIB à la défense. Ensuite, au niveau technologique, l'UE, elle manque d'autonomie et dépend encore massivement des États-Unis en matière d'intelligence artificielle, de réseaux sociaux ou d'infrastructures numériques comme les câbles ou les data centers. Et enfin, au niveau commercial, les États-Unis, ils restent le premier partenaire de l'Union européenne. Ils sont d'ailleurs le premier client de l'Allemagne et le 4e de la France. Et puis, comme les États-Unis veulent aussi augmenter leurs droits de douane sur les produits chinois, on craint que la Chine en détourne une partie vers l'Europe, ce qui concurrencerait les produits européens qui sont souvent vendus plus cher que les produits chinois. Et puis, comme les taxes, contrairement aux précédentes, concerneront cette fois tous les pays européens, aucun pays européen ne pourra en tirer profit, comme ça avait été le cas quand les taxes sur le vin français avaient poussé les consommateurs américains à acheter plus de vin italien. Et puis surtout, l'UE est divisée. Orban et Meloni sont proches de Trump, la France veut s'y opposer et prône l'autonomie européenne, et l'Allemagne veut surtout préserver ses intérêts commerciaux, quitte à acheter aux Américains plus d'avions et de gaz de schiste. Bref, l'UE est vulnérable, mais elle a les moyens de réagir. Et vous allez voir qu'il y a de vrais défis à surmonter. Déjà au niveau militaire, les Européens pourraient signer avec les Américains des contrats d'armement sur plusieurs années pour les dissuader de sortir de l'OTAN. Et puis, ils pourraient aussi augmenter leur autonomie en réservant des fonds de défense aux industriels européens produisant en Europe et en rendant les technologies de défense interopérables et standardisées pour réduire les coûts et augmenter la production en Europe. Ensuite, au niveau commercial, les Européens pourraient bien sûr répliquer en taxant à leur tour les importations venues d'Amérique. Le problème, c'est que l'UE importe surtout des services qui sont plus durs à taxer que les produits qui transitent par les ports ou les aéroports. Et que cette politique, elle pourrait diviser encore plus les pays européens, car certains veulent justement ménager Trump et s'opposent à cette solution. Alors, quelles sont les autres possibilités ? Premièrement, renforcer ou signer des accords de libre-échange avec d'autres pays. Deuxièmement, opter pour un protectionnisme tactique, c'est-à-dire appliquer des droits de douane sur des produits stratégiques, très populaires ou fabriqués dans des circonscriptions républicaines. C'est ce que l'Europe avait fait quand elle avait taxé de 50% les Harley-Davidson ou le Bourbon en 2018. Et troisièmement, les Européens pourraient booster leur industrie grâce à des subventions publiques pour la rendre plus compétitive et surtout rendre le continent plus attractif pour les entreprises étrangères en leur offrant de l'énergie décarbonée bon marché, notamment au nucléaire, et surtout en assouplissant ou en harmonisant les législations au sein de l'UE. Enrico Letta, il rappelle que l'UE, c'est 27 systèmes différents pour la défense, l'énergie, la finance, la téléphonie ou le droit des affaires, ce qui oblige les entreprises étrangères qui veulent s'y installer à dépenser du temps et de l'argent pour s'assurer qu'elles sont bien conformes à la loi du pays où elles veulent s'implanter. Il propose donc de créer un droit des affaires européen qui s'ajouterait aux 27 autres et faciliterait la tâche des entreprises étrangères. Et enfin, au niveau technologique, l'UE n'a pas de souveraineté numérique. Alors, la Commission européenne pourrait d'abord poursuivre ses enquêtes contre les géants de la tech américains qui pourraient aboutir à des amendes représentant 6% du chiffre d'affaires mondial ou à l'interdiction d'opérer en Europe. Mais l'enjeu crucial pour l'UE en matière technologique, ce serait de gagner en autonomie en construisant un écosystème numérique souverain qui serait constitué de 3 couches. Des infrastructures physiques, comme des câbles sous-marins ou des centres de données, des logiciels, dont l'intelligence artificielle, et des services,
comme des applications ou moteurs de recherche. Et pour ça, les États pourraient organiser des appels d'offres réservés aux Européens et pratiquer un protectionnisme technologique, c'est-à-dire donner moins de place aux GAFAM, car plus ils ont d'utilisateurs et de données, plus ils se renforcent. On a donc des pistes côté militaire, économique et numérique. Mais en règle générale, les Européens devraient aussi adopter une position commune et dépasser pour ça le clivage entre l'autonomie stratégique, réduire sa dépendance aux US comme le souhaite la France, et alignement stratégique, respecter les souhaits de Trump pour continuer à profiter de la protection américaine, comme le veulent les petits pays d'Europe de l'Est, proches de la Russie. Bref, le retour de Trump risque de bouleverser l'ordre mondial, interroge le pouvoir immense des géants de la tech et peut être une occasion pour l'Union européenne de renforcer son autonomie stratégique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre la situation. Toutes les sources, comme d'habitude, sont en description et vous trouverez aussi un petit lien si vous voulez vous abonner à ma newsletter. Elle permet de décrypter l'actualité avec un regard critique et elle est totalement gratuite. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner à cette chaîne Archipel pour plus de décryptage et à partager la vidéo. C'est juste un petit clic pour vous et pour moi ça compte beaucoup. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce au lien en description. Et en attendant, perdez pas le nord et à la prochaine.